Bonjour. Notre timing est très serré. On commence à 14h pétante. Donc je vais laisser la parole à Agnès Salle tout de suite. Et puis ensuite, je redirai quelques mots en ouverture de cette conférence. Voilà, donc merci de vous installer le plus vite possible et nous allons commencer les discussions. En tout cas, merci beaucoup de votre présence à tous. Merci Fanny. Un an après, même salle, même lieu, même festival, Paris Photo, et mêmes enjeux avec quelques progrès enregistrés depuis un an et depuis le constat déplorable que nous avions ensemble dressé de la situation des femmes dans la photographie. Aujourd'hui, que peut-on dire? D'une part, que l'analyse statistique des données, on sait à quel point il est important de partir non pas d'intuition, d'impression, de sentiment, mais de réalité, donc de chiffres. Cette analyse chiffrée a remarquablement progressé grâce notamment au travail formidable que Marie, Daucher et Fanny ont réalisé et dont vous verrez, je n'ai pas de main pour applaudir, mais sinon le cœur y est. Donc vous allez tout à l'heure entendre une présentation déjà très complète, mais que nous considérons comme encore, parce que nous sommes éternellement insatisfaites, comme encore insuffisante. Il nous semble possible d'aller plus loin dans le recensement, dans le rassemblement, dans le recueil de données chiffrées. Et nous avons notamment agrégé à notre sphère de recherche des établissements patrimoniaux. Je pense à la Bibliothèque nationale de France, je pense au Centre Pompidou, je pense au CNAP, puisqu'il nous semble extrêmement intéressant de vérifier comment, aujourd'hui, les collections patrimoniales de photographie donnent à connaître, ou pas du tout, ou peu, trop peu, les femmes. C'est vrai à la fois pour le stock, mais c'est vrai également pour le flux, c'est-à-dire les acquisitions, année après année, auxquelles procèdent ces grands établissements patrimoniaux. Et nous sommes extrêmement satisfaites de constater que l'intérêt est là, dans ces institutions patrimoniales, au plus haut niveau, et que si nous n'avons pas encore eu le temps de rassembler tous les renseignements nécessaires, dans quelques mois, ce sera le cas. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous avons l'intention, sans attendre l'année prochaine, sans attendre Paris Photo 2020, nous avons l'intention d'organiser dans 6 mois, en tout cas avant l'été, une nouvelle rencontre, un symposium qui durera peut-être un peu plus longtemps que les 2 heures qui nous sont allouées cet après-midi et qui nous permettra de faire un point plus précis et également de poser le bilan des autres actions que nous allons mettre en œuvre. Alors, ces autres actions, quelles sont-elles? La première découle tout naturellement de l'examen des chiffres. On sait pertinemment que, d'une part, dans les écoles, les jeunes filles, les jeunes femmes, je l'avais dit l'an dernier, sont majoritaires en nombre, quantitativement. On sait également que dans l'accès aux professions, dans l'accès à la notoriété, dans l'accès à la visibilité, un phénomène d'évaporation terrible se produit et il faut évidemment en analyser les causes et une fois qu'on les a analysées, trouver les remèdes. Parmi les remèdes que nous avons identifiés, et nous avons évidemment beaucoup réfléchi, beaucoup travaillé avec notamment l'aide formidable de la délégation à la photographie de la Direction générale de la création artistique, nous avons donc en petits groupes travaillé à ce qui nous semblait utile et parmi les mesures assez essentiel, parce que ça existe dans d'autres pays, je pense aux États-Unis, parce que ça existe dans d'autres secteurs, je pense notamment à l'audiovisuel, il nous semble essentiel de mettre en place un outil tout simple, tout bête, dirais-je presque, qui serait une plateforme, un site sur lequel seraient recensées toutes les femmes aujourd'hui actives dans le domaine de la photographie, quelle que soit d'ailleurs la nature même des photographies réalisées, depuis le photoreportage jusqu'à la photographie d'art, toutes les formes de photographie, et faire en sorte que ce site permette aux filles, aux femmes, de s'identifier, de donner tous les renseignements utiles, de déposer évidemment leur portfolio, de façon à la fois à se rendre davantage visible, à se rendre davantage, je dirais presque, même si le mot est peut-être choquant, désirable, mais également à contrebattre l'argument qui nous revient
encore aujourd'hui si souvent de la part des programmateurs, quelle que soit l'institution qui programme un festival, un lieu, qui nous répètent à l'envi qu'ils aimeraient bien programmer des femmes, mais comment les trouver? Il y en a si peu, il n'y en a pas. On sait pertinemment que c'est faux. Et cette plateforme, ce site, que nous souhaitons réaliser le plus opérationnel, le plus utile d'accès, le plus facile possible, nous souhaitons le mettre en place dans les tout prochains mois et nous allons en trouver les moyens, y compris les moyens financiers, pour faire en sorte que ce site existe. Et je faisais tout à l'heure allusion à un site comparable, celui que vous avez peut-être déjà fréquenté, qui est le site des expertes dans le domaine de l'audiovisuel. On sait que à la fois France Télévisions, Radio France l'ont mis en place avec le soutien de la société EGAE de Caroline de Haas. Et c'est un modèle pour nous dans la mesure où, à partir du moment où les femmes visibles sur ce site ont beaucoup plus de facilité à se faire connaître et reconnaître, elles sont, et les rapports du CSA en attestent, elles sont désormais plus nombreuses, pas encore à parité, on est à 35%, mais elles sont en tout cas plus nombreuses sur les plateaux de cinéma, de télévision pardon, et de radio. Donc ça, c'est le premier axe très concret, très pratique, sur lequel nous avons l'intention de travailler et d'aboutir à court terme. Un deuxième sujet porte sur l'enseignement. Vous le savez, on en a déjà parlé, on en avait parlé l'année dernière, et je l'ai dit tout à l'heure, les écoles d'art, d'architecture, de photographie sont le lieu privilégié de formation des jeunes générations à nos métiers de la culture, de l'image, des arts visuels. Et dans ces écoles, il y a énormément à faire. Même si les jeunes filles sont majoritaires, elles représentent entre 58 et 62% des effectifs d'étudiantes et d'étudiants. Pour autant, il y a un travail considérable à accomplir, et je sais, et j'en suis extrêmement heureuse, qu'à l'École nationale supérieure de la photographie d'Arles, un travail très dynamique, très engagé va se mettre en place avec Martha Gilly, dont je connais l'engagement de longue date sur nos sujets, sur nos batailles, sur nos combats, et je pense que nous allons avancer très vite. Qu'avons-nous déjà fait dans le champ de l'enseignement supérieur culture? Nous avons demandé à toutes les écoles de mettre en place une charte égalité. La charte égalité, elle dit plusieurs choses. Comment on transmet dans l'enseignement une culture de l'égalité? Qu'est-ce qu'on enseigne? Comment on enseigne? Et qui enseigne? Pour l'instant, le corps enseignant est majoritairement, dans la plupart des cas, composé d'hommes. C'est une question. Comment les jurys de sélection, les commissions de sélection, à l'entrée, pendant la scolarité, à la sortie, sont composées? Il est évident que la parité doit être absolument la règle. Comment prépare-t-on mieux que nous ne le faisons aujourd'hui les jeunes filles, les jeunes femmes au métier auquel préparent les écoles? Elles suivent le même cursus, elles ont les mêmes enseignements, elles réussissent tout aussi brillamment que leurs collègues garçons ou hommes. Or, on sait bien que le décrochage survient après. Donc, il nous faut les préparer mieux, les préparer plus. Et là, on a toute une série d'outils, du coaching, du mentorat, des actions spécifiques qui sont dirigées vers les jeunes filles, les jeunes femmes dans ces écoles. Et puis, un volet qu'il est hors de question de laisser sous le boisseau, c'est celui des violences et du harcèlement sexuel et sexiste, dont on sait pertinemment, et l'actualité récente nous montre que c'est un fléau qui concerne finalement beaucoup de domaines, le cinéma, bien entendu, mais également l'intérieur même de nos administrations. Nous avons un énorme travail, d'abord qui consiste à combattre le déni, la lâcheté, l'hypocrisie, qui ont prévalu pendant des décennies, et puis à mettre en place des outils. C'est ce que nous avons fait dans les écoles. Une cellule allodiscrime, allosexisme, ouverte à l'ensemble des personnels des écoles, enseignants, administratifs, techniques, mais aussi à nos 37 000 étudiantes et étudiants qui passent à un moment donné par les différents établissements d'enseignement supérieur culture. Des fiches qui indiquent très précisément aux responsables des écoles ce que sont leurs responsabilités. Responsabilités en matière pénale, responsabilités en matière disciplinaire. Et puis, faire en sorte que tout témoignage, et c'est désormais, je puis vous l'assurer, qui nous remonte, tout témoignage est immédiatement suivi des faits. Il n'est plus question de dire, comme on l'a trop souvent fait auparavant,
qu'on n'a pas de preuves, qu'on ne peut rien faire, que ça se passe dans une sphère privée à côté de l'école. Non, c'est faux et on connaît trop bien l'emprise que peuvent exercer certains, faisons simple, disons certains hommes sur certaines femmes. L'inverse peut être vrai, mais très minoritaire en nombre. Donc, on connaît très bien, trop bien, l'emprise que dans les écoles d'art, dans les écoles de photographie, dans les écoles d'architecture, peuvent exercer certains qui détiennent un pouvoir et qui, manifestement, le comprennent mal et en abusent de façon indigne. Et puis, au-delà des écoles, donc de tout ce qui a déjà été fait et qui commence à produire des effets extrêmement puissants, notamment une formation qui est confiée à la société EGAE, encore elle, Caroline de Haas, pour former la totalité des personnels du ministère de la Culture, des écoles, des établissements publics, mais également les étudiants et les étudiantes, pour identifier, pour prévenir mieux, pour mieux lutter aussi contre les violences et le harcèlement sexuel et sexiste. Il faut se former et nous donnons enfin les moyens de le faire. Et puis le troisième axe sur lequel nous avons l'intention de travailler, même si, je le regrette, je n'ai pas aujourd'hui tout de suite une mesure concrète à vous annoncer, il nous a semblé que parmi les obstacles qui se dressent particulièrement sur le chemin des femmes, mais peut-être en étendant un peu le raisonnement sur le chemin des familles monoparentales, qu'elles soient composées d'une femme et d'enfants ou d'un homme et d'enfants, nous avons identifié l'obstacle justement lié aux contraintes ou aux difficultés liées à la présence tout simplement d'un ou de plusieurs enfants à plusieurs moments de la carrière. Quand il s'agit de partir en résidence, quand il s'agit de partir en reportage, que faire? Comment faire? Et comment faire en sorte que, trop souvent aujourd'hui on le constate, les femmes, majoritairement c'est d'elles qu'il s'agit, se trouvent entravées dans leur parcours professionnel. Qu'il dirige les institutions susceptibles d'accueillir les travaux des femmes photographes, parce qu'il dirige les festivals qui montrent leurs travaux ou qui les montrent encore trop peu. Et donc ce travail inlassable de pédagogie, d'explication, de conviction et parfois de pression, quand il y a une subvention publique à la clé, il est évident qu'en contrepartie de cette subvention, le ministère de la Culture est en droit d'attendre que des engagements soient pris, qui ne soient pas que moraux, mais qui se traduisent très concrètement dans les programmations de ces différents événements. Donc voilà le panorama très rapide et encore trop incomplet de ce que nous souhaitons mettre en place. Et je propose maintenant que Marie nous présente le résultat du formidable travail statistique qu'elle a réalisé. Merci à vous.
Donc rebonjour, merci beaucoup Agnès pour cette allocution très précise et très claire et sur laquelle nous travaillons toutes depuis quelques mois ensemble. Donc en effet, nous étions à la même date l'année dernière réunis ici grâce à l'invitation du ministère de la Culture et de Paris Photo pour nous interroger sur cette vaste question donc de la place des femmes dans la photographie. Sujet nouveau pour moi. L'année dernière, je m'y plongeais à corps perdu et réunissais autour de moi un panel de spécialistes, nous éclairant toutes différemment sur cette difficulté flagrante qu'ont les femmes photographes depuis l'invention du médium à s'imposer et à être reconnues. Un an après, j'ai donc voulu poser un constat plus précis sur des données qui nous manquaient, et pourtant cruciales, afin d'y voir enfin clair sur une situation peu réjouissante. Marie Daucher, photographe, militante, m'est apparue comme la personne incontournable pour mener à bien ce premier recensement. Celui-ci, certes non exhaustif, nous permet cependant aujourd'hui de prendre la mesure d'un problème qui n'épargne aucun secteur de la photographie, ni aucun domaine de la culture du reste. Poser les chiffres. Une démarche nécessaire pour tenter de comprendre, grâce à l'analyse avisée de la sociologue Irène Jonas, les mécanismes à l'œuvre de cette invisibilisation et de cette évaporation. Depuis les formations en photographie, où les femmes sont toujours majoritaires, on constate qu'elles ne représentent plus que 25% des artistes exposés sur les cimaises des galeries. Nous en faisons évidemment le constat encore aujourd'hui à Paris Photo. Je me suis aussi intéressée à nos voisines et voisins européens, où la situation n'est finalement pas plus réjouissante que chez nous. Du côté des Pays-Bas, où Delphine Bedel viendra nous faire part des initiatives mises en place autour d'un conseil des arts visuels. Au Royaume-Uni, où les actions de Fast Forward Women in Photography, emmenées par Anna Fox et Karen Knorr, ont des répercussions immenses sur la connaissance des femmes photographes à l'international. Et le territoire africain, où Anna Alix Kofi œuvre pour la mise en lumière des femmes photographes africaines. Un programme bien trop court, à notre goût, pour développer et permettre les échanges entre nous, car beaucoup de questions se posent. Nous avons malgré tout l'espoir que les prises de conscience s'amorcent et que la tendance est en train de s'inverser progressivement. L'histoire de la photographie n'est pas si grande, après tout, pour qu'elle puisse être réparée et que les courbes se rééquilibrent très vite. Je remercie le ministère de la Culture pour sa confiance renouvelée. Agnès Salle, Béatrice Salmon, Marion Islaine, encore merci. Et bien sûr Paris Photo, Florence Bourgeois, Christophe Wissner, Agathe Moulonguet et leurs équipes, sans qui nous ne pourrions construire ce programme. J'en profite par ailleurs pour signaler la mise en place d'un observatoire de la mixité femmes-hommes de l'écosystème de la photographie, conçu par l'Association des filles de la photo, soutenu par le ministère de la Culture et inclus dans sa feuille de route Égalité 2019-2022, dont la restitution aura lieu le 5 février 2020 à 18 h au Grand Amphithéâtre des Beaux-Arts. Ensemble, il est donc impératif de poursuivre des actions concrètes sur le terrain et comme vous l'annoncez Agnès Salle en introduction, nous nous emploierons collectivement à mettre en place ces mesures. Une dernière chose, avant de vous laisser en compagnie de mes invités, ne quittez pas la salle à la fin de la conférence, car j'aurai le plaisir d'appeler le Dr Dale Barrett, président de la Royal Photographic Society, qui remettra la médaille 100 Heroines of Photography à l'immense artiste Orlan. Merci pour votre attention. Est-ce qu'on peut changer le visuel? Merci. Et donc là, je fais comment là? Tu parles? Oui, je parle. Je parle. Je parle et j'appuie ici. OK. Alors, merci Fanny pour cette invitation. Ton soutien et ta relecture attentive d'un travail qui est extrêmement fastidieux, mais passionnant. J'ai beaucoup de remerciements à formuler, Marion Islaine, Agnès Salle, les membres de La Part des Femmes, des amis et toutes celles et ceux qui ont bien voulu échanger avec moi tout au long de cette enquête. Je vais présenter de façon beaucoup trop succincte des données genrées sur plusieurs aspects de la photographie. J'ai utilisé deux types de ressources, celles produites par l'INSEE, le CEREC et le ministère de la Culture, et des chiffres que j'ai produits en explorant les sites internet de festivals, prix et institutions dédiés à la photographie.
Je commenterai également ces chiffres en étant nourrie par des travaux de sociologie du travail et de l'art, dont celui, entre autres, de Marie Buscato et de ma voisine. Alors, voilà. Donc, comme ça va être filmé, vous pourrez revoir les slides plus tard. Je vais commencer par les données les plus complexes et dont l'analyse est la plus fragilisée du fait même de la paupérisation des photographes. Ce sont les chiffres qui consistent à obtenir une photographie de la population que nous nous proposons de comprendre. L'INSEE fait état de 22 000 personnes ayant déclaré être photographes au titre d'emploi principal. Près de la moitié auraient moins de 40 ans et 35% seraient des femmes. Femmes et hommes seraient paritaires dans cette tranche d'âge, alors que les femmes semblent être minoritaires dans les plus de 40 ans. La progression des effectifs de photographes affiliés au régime social de l'AGESA, qui est leur régime principal, ne rend pas compte de cette évolution. Effectivement, nombre de photographes se sont tournés les dernières années vers des statuts d'auto-entrepreneurs pour pouvoir facturer plusieurs activités, car ils et elles font en moyenne 3 métiers et demi liés à la photographie. Et un tiers des photographes exercent une activité salariée complémentaire ou principale dans un autre domaine. C'est particulièrement vrai pour les femmes, car l'AGESA ne leur permet pas d'avoir de congé maternité approprié. Elles sortent ainsi des statistiques, ce qui ne signifie pas qu'elles ne produisent plus. Malgré un haut niveau d'études, leurs revenus sont beaucoup moins élevés que ceux de leurs confrères, dont le revenu médian est de 1 400 € par mois, contre 1 000 € pour les femmes. C'est une énorme différence pour des sommes qui, au fond, ne sont pas énormes. En 2017, les 10% des photographes les mieux rémunérés concentrent 42% des revenus. Ce sont majoritairement des hommes de plus de 40 ans et vivant en Île-de-France. J'ai regardé un panel de 17 agences et collectifs. Près de 80% des photographes sont des hommes. 6 agences de photographes représentent 26% de femmes. Donc on voit qu'on reste encore dans des mondes très masculins. Alors, le collectif Hans Lucas, qui vient de me donner des infos, compte 48% de femmes en France et les réponses aux appels d'offres sont clairement paritaires. Divergence, qui est un autre collectif et qui regroupe 133 photographes, a récemment fait un appel à candidature pour recruter des femmes malgré des oppositions en interne et leur intégration semble être une réussite. Je cite ces 2 exemples pour montrer que les femmes sont bien là et que les réticences à leur intégration peuvent être levées. J'évoquais plutôt le niveau d'études, alors regardons ce qu'il se passe dans les 2 écoles nationales supérieures, celle d'Arles et Louis Lumière à Saint-Denis. L'enseignement est très majoritairement masculin. Les étudiantes sont, elles, majoritaires et représentent les 2 tiers des effectifs étudiants de l'enseignement supérieur culture, parce qu'elles peuvent aussi avoir été diplômées en architecture, art déco et beaux-arts. Cette situation pose des problèmes de diversité de points de vue, d'angle mort dans l'enseignement, de rapports de séduction plus subis que désirés, et la valorisation de sujets dits masculins. Les références constantes à une histoire de la photographie androcentrée indiquent déjà aux diplômés la couleur et les codes dominants qui seront les références et clés pour accéder et se maintenir dans leur métier professionnel. C'est d'ailleurs à cette étape que se créent les réseaux qui assureront les carrières de façon souvent bien plus efficace que la seule qualité des travaux réalisés. Avant la sortie de l'école, nombre de femmes, sans aucun référentiel les concernant durant toutes leurs études, vont se diriger vers des positions périphériques au métier de photographe, qui est identifié comme masculin, et se tournent vers des métiers comme commissaire, dirigeante de centres d'art, restauratrice photo. Puisque les images comptent pour beaucoup de mots, pour illustrer mon propos, voici des copies d'écran très récentes de la page d'accueil de 3 grandes formations à la photo. On observe effectivement à Arles que les photographes sont tous égaux derrière l'objectif, voire homogènes. Qu'à Saint-Denis, ce sont les hommes qui sont derrière le viseur. Mais au Gobelin, les Gobelins nous offrent une photo d'une promo qui illustre bien les chiffres créés plus tôt. On voit un nombre de femmes considérable. Mais dès qu'il s'agit de la page de formation photo, les femmes redeviennent des modèles très stéréotypés. Donc c'était la semaine dernière. Alors, pour continuer sur les réseaux, voyons qui dirige en 2019. Sur un panel de 38 centres d'art et institutions, on voit un rééquilibrage femmes-hommes à la tête des institutions au fil des années. Mais en ce qui concerne les festivals, les hommes prédominent. Les lieux et festivals emblématiques restent dirigés par des hommes. Je pense aux Jeux de Paume, à la MEP, aux Rencontres d'Arles, à Visa pour l'image et à Pompidou.
Le déficit de représentation de femmes à la tête de la photographie renforce l'image d'un réseau masculin et occidental, réseau qui favorise l'homogénéité sociale. Ainsi, ces réseaux sont plus favorables aux hommes en termes d'exposition, de direction et de commissariat. Nous avons sélectionné 21 festivals en faisant un comparatif sur les 5 dernières années. On constate une augmentation de l'ensemble des photographes exposés, une légère baisse du côté des hommes et une progression du côté des femmes de 2,3 points de pourcentage, ce qui est encore beaucoup trop faible. En 2018, le collectif La Part des Femmes a interpellé publiquement le directeur des rencontres d'Arles sur la faible représentation persistante des femmes dans le festival depuis 50 ans. Message reçu, puisqu'en 2019, les grandes expositions individuelles ont été paritaires et la présence de femmes doublée sur l'ensemble du festival. Le directeur a ainsi démenti une croyance bien ancrée en apportant la preuve que les femmes étaient là, en nombre, et qu'un festival ne perdait rien en qualité ni en fréquentation, tout en étant égalitaire. Il est temps ici d'aborder une autre croyance, qui consiste à penser que les femmes ne candidatent pas ou peu, car elles manqueraient d'audace ou d'ambition. Les chiffres montrent qu'elles candidatent et exposent en nombre quasi égal à leurs confrères dans tous les secteurs de la photographie émergente et dans certaines institutions. Ayant en règle générale plus de tâches quotidiennes à effectuer que leurs confrères, elles délaissent les lieux qui ne leur sont pas favorables, voire hostiles, et investissent leur travail dans des compétitions ou institutions plus réceptives à leur présence. C'est le cas du Centre national des arts plastiques, le CNAP, qui achète, commande et aide les artistes visuels et semble très vigilant à la question. La proportion de femmes, 27% dans la collection, peine à progresser, car mécaniquement, le retard accumulé ne peut être compensé par une politique strictement égalitaire. Le poids d'une histoire patriarcale marquera toutes les collections photos en France. Ces dernières années, les dossiers de candidature spontanée sont presque paritaires. Les femmes sont donc bien là et candidates. Sur les 2 dernières années, un peu plus de la moitié des acquisitions du CNAP ont été faites auprès de femmes et le nombre d'œuvres qui leur ont été achetées est en progression. Les commandes du CNAP sont paritaires. Les aides à la photo documentaire, la recherche et la production sont encore trop peu utilisées par les femmes et il faut continuer à diffuser le message d'une volonté politique égalitaire pour permettre à des talents d'émerger et diversifier ainsi les points de vue. D'autres exemples de collections montrent que la part des femmes ne dépasse jamais 27%. Une autre croyance affirme que les femmes seraient moins nombreuses et que les hommes, et donc logiquement minoritaires dans les expositions. Nous avons vu plus haut la fragilité des chiffres concernant la population des photographes. Je voudrais faire ici un focus sur 21 expositions qui ont lieu en ce moment à travers la France sur le thème de l'engagement. C'est le fruit d'une collaboration entre les collections du CNAP, donc on part d'une base de 27%, et le réseau Diagonal, qui réunit des structures de production et de diffusion de la photographie contemporaine. C'est un réseau très actif et indispensable à la photographie, et je ne parle ici que de cette manifestation spécifique qui ne dit rien de la réalité de chaque structure. Alors, on a 86% des photos du catalogue qui sont faites par des hommes. Aucune femme n'a d'exposition monographique sur 4 consacrée à leurs confrères et une collaboration femmes-hommes. 68% des commissaires sont des hommes. 75% des photographes exposés sont des hommes. 8 expositions comptent moins de 25% de femmes, dont une sans aucune photographe. 5 lieux exposent plus de 45% de femmes, c'est donc possible. Une exposition en compte 88%, mais le thème est la moitié du monde, c'est-à-dire nous. Celle sur le pacte familial présente 78% d'hommes, ce qui mérite quand même d'être noté quand on sait à quel point les femmes artistes sont constamment renvoyées aux questions de l'intime, de la maternité, du domestique, et qu'elles sont ici très peu représentées. Espérons qu'avec, d'une part, une collection du CNAP enrichie par les travaux des femmes, et d'autre part, des commissaires de plus en plus avertis, les choix rendront plus compte de la diversité des photographes dans les années à venir. Les prix sont une étape importante dans une carrière. Nous en avons étudié 30 sur les 10 dernières années. La photo émergente représente 37% des prix. Femmes et hommes sont à égalité sur 10 ans et les femmes représentent 69% des lauréats cette année.
Alors, depuis les années 60, cette partie de la population des artistes dits émergents est devenue une cible privilégiée de programmes de politique culturelle ou de mécénat, mais également des galeristes, ce qui fixe une borne supérieure maximale de 40 ans. Ce problème de l'âge vient s'ajouter à la problématique du projet familial qui pèse quasi essentiellement sur les femmes. À 40 ans, elles sont nombreuses à sortir des radars, alors qu'elles sont toujours là. De 2010 à 2019, 36% des prix ont été attribués à des femmes. Sur la saison 2018-2019, ce chiffre atteint 41%, soit une augmentation de 5 points, et c'est notable. Elles sont encore très faiblement représentées dans les prix documentaires et photoreportages, ainsi que dans les prix gérés par des fabricants de matériel photo haut de gamme, je pense à Leica et Hasselblad. L'édition d'un livre est une étape indispensable dans la carrière des photographes. Nous avons sélectionné 4 prix récompensant des livres de photographes ou des écrits sur la photographie. C'est une année exceptionnelle qui marque, comme nous l'espérons, un tournant. Les organisateurs ont déjà été largement sensibilisés à ces sujets par des échanges nourris avec des militantes. En 2019, donc, le prix Nadar a reçu 26% de livres de femmes et récompensé une femme, la 5e, depuis 64 ans. Arles en a reçu 35%, sélectionné 24 et récompensé 2 hommes et 2 femmes. Les nouveaux prix HIP en ont reçu 22% et finissent avec un résultat paritaire. C'est aussi des résultats paritaires que nous retrouverons pour Paris Photo Aperture en 2018. Cependant, seul le First Photo Book of the Year est doté d'une somme d'argent, et ce pour un montant de $10 000. Ce n'est pas rien. Il a été uniquement attribué à des hommes depuis sa création il y a 7 ans. Nous avons fait passer le message en faisant cette étude, mais hier soir, c'est bien encore un homme qui a gagné le prix pour la 8e fois. Puisque nous sommes à Paris Photo, regardons le marché de l'art. Le comité de sélection des galeries cette année est composé de 5 hommes et 2 femmes. Les solo shows sont à près de 84% masculins et les galeries exposent en moyenne 75% d'hommes. On retrouve les mêmes logiques en ce qui concerne la photo émergente avec un secteur dédié, Curiosa, où les femmes sont légèrement plus représentées que leurs confrères. On voit que le marché reste frileux. À 4 stations de métro d'ici, l'équipe de Photo Fever, foire de photographie émergente, ayant pris conscience des enjeux, a obtenu des galeries qu'elles représentent un nombre égal d'hommes et de femmes. Alors, d'autres éléments sont à prendre en compte au même titre que le genre, même s'ils sont plus difficilement mesurables. Principalement la classe sociale et les origines des photographes. Le manque de diversité est flagrant, voire inquiétant, à cet égard, tout au long de mes recherches. Et pourtant, ils et elles sont là. Alors, comme on le voit, il y a des marqueurs, des bornes qui ont été déplacées en 5 ans grâce à une configuration tout à fait exceptionnelle. C'est un chemin qui est défriché par des militantes et des institutionnels, des institutions qui collaborent pour faire bouger des lignes. Ces lignes sont celles de la diversité des regards sur le monde, des représentations de nos corps, de nos vies et des réalités dont la photo est par essence un outil privilégié. Alors en jaune, ce sont les actions institutionnelles et en violet, celles militantes. Alors voici quelques étapes sur ce chemin. En novembre 2015, nous avons un premier alignement de planètes avec la conférence à la MEP et le film éponyme « Ni vu ni connu, comment les femmes font carrière ou pas en photographie », ainsi que le film « Objectif Femmes » qui accompagnait la double exposition au musée d'Orsay et de l'Orangerie « Qui a peur des femmes photographes ». 3 ans plus tard, ce sont d'autres planètes qui s'alignent. La création du festival Les femmes s'exposent, la lettre au directeur des rencontres d'Arles, la feuille de route égalité du ministère de la Culture et la manifestation LX Paris Photo. En ce moment, l'historien de la photographie Michel Poivert signe le livre 50 ans de photographie française. Sensibilisé dès 2014 aux questions d'égalité, il y inclut plus de 40% de femmes, ce qui est un changement de paradigme dans les livres historiques sur la photographie. Il est important de noter qu'il est la seule personne habilitée à diriger des recherches en histoire de la photographie en France, ce qui est bien trop peu. L'histoire est un formidable outil d'émancipation et d'égalité qui bénéficie à l'ensemble des champs étudiés lorsqu'elle est inclusive. C'est ainsi que nous attendons avec impatience l'introduction à une histoire mondiale des femmes photographes par Luce Lebar et Marie Robert l'année prochaine. Et je vous remercie de votre patience pour tous ces chiffres.
Merci Marie pour ce travail de fond et travail fondamental. Je laisse la parole à Irène Jonas, sociologue, qui nous apporte un éclairage crucial sur toutes ces données. Bonjour, photographe et sociologue, je viens de réaliser une recherche sur la santé des photojournalistes et suite à ça, Marie, que je connaissais déjà, m'a proposé de réaliser une recherche sociologique sur les femmes photographes en partant de la même idée, c'est-à-dire d'un panel de femmes photographes de divers âges avec des trajectoires et des parcours différents, environ 25 à 30 entretiens semi-directifs qui permettent de comprendre un petit peu plus ce qui va se jouer chez chaque femme et quelque part on pourra dire chez toutes les femmes à l'arrivée. Donc d'abord juste quelques données générales qui concernent les hommes et les femmes photographes, mais qui, comme nous allons le voir, ne se déclinent pas de la même façon selon qu'on est photographe homme ou photographe femme. Les carrières des indépendants, et particulièrement les carrières artistiques, diffèrent des autres carrières des salariés, dans le sens où elles ne progressent pas de façon verticale en suivant une logique hiérarchique, mais proposent une progression dans une logique de reconnaissance. Pour comprendre cette progression de la reconnaissance, il est important de distinguer deux niveaux, le niveau du travail artistique lui-même et le niveau de la gestion de ce travail artistique. Car la reconnaissance et les revenus des photographes ne dépendent pas seulement de leurs compétences, de leurs talents ou de leurs dépenses d'énergie, mais aussi de la manière dont ils arrivent à visibiliser, valoriser et vendre ce qu'ils font. Or, cette étape n'est pas dépendante du seul photographe. C'est un ensemble d'acteurs socialement intégrés dans ce que l'on appelle le monde ou le marché de la photographie, qui valident les œuvres artistiques par leurs critiques, par leurs achats, par des propositions, par des résidences, par des publications, par des expositions monographiques, par l'intégration dans une galerie, par des bourses, par des prix. En ce sens, parler du talent comme la seule cause de la reconnaissance, c'est oublier qu'une dimension collective et sociale existe aussi bien dans la production de ce que devient une œuvre que dans la construction de la valeur de cette œuvre. L'objectif de cette recherche est donc de tenter de mettre à jour les mécanismes qui font que, comme Marie Daucher vient de le montrer de manière chiffrée, on assiste à une déperdition des femmes photographes au fur et à mesure que l'on monte en reconnaissance. Et d'essayer de trouver des pistes d'analyse sur le comment et le pourquoi de cette disparition. Est-elle liée au fait que les femmes photographes ont moins pu ou voulu répondre aux critères de sélection supposés essentiels ? Est-ce lié au fait qu'elles ont rencontré des obstacles particuliers dans les différentes étapes de leur parcours ? Ces obstacles sont-ils liés à leur vie privée ou aux règles du jeu de la carrière dans le monde de la photographie ? Comment faire la part des choses entre auto-exclusion et éviction ? La première quinzaine d'entretiens que j'ai menés jusqu'à présent ne permet pas évidemment de répondre à toutes ces questions aujourd'hui, mais ce que les premiers résultats mettent à jour est le cumul de situations discriminantes qui progressivement impactent les choix professionnels et artistiques des femmes photographes. Bien sûr, chacune a différentes manières de faire face et de traiter l'épreuve. Certaines la dénient plus ou moins, d'autres l'esquivent, d'autres l'affrontent, d'autres encore la surmontent ou la transcendent, d'autres enfin l'évitent en investissant ailleurs, car c'est à partir de l'origine sociale, du milieu familial, de l'histoire personnelle, de l'âge et de l'inscription dans la structure sociale que se construisent des postures pour faire avec les discriminations. Je commencerai par ce sexisme que sociologue on appelle frontal, qui est le harcèlement. Je cite une des photographes. « Quand un critique d'art demande à me rencontrer, que je viens avec tous mes portfolios et qu'au bout d'une demi-heure, il me prend la main et me dit que son hôtel est à côté, c'est humiliant. Je me sens humiliée à chaque fois. Je me demande pourquoi je génère ça alors que je fais tout pour l'éviter. » Toutes les femmes photographes qui ont été confrontées à ce sexisme frontal utilisent des termes comme « ça m'épuise »,« ça me désespère »,« ça me remet en question »,« ça me déprime »,« ça me fait perdre mon énergie ». À chacune de ces attaques surprises, il faut faire face, trouver une solution sans se griller, une porte de sortie honorable qui ne soit ni la fuite, ni une agression blessante pour cet interlocuteur qui, lui, est dans une position de pouvoir. Comme le dit l'une d'entre elles, « Je ruse et finalement, je fais comme quand je pars en reportage à l'étranger.
Je mets une alliance, je m'invente un conjoint jaloux ou dont je suis éperdument amoureuse. Un autre homme, généralement, ça les calme. Alors oui, hommes et femmes photographes sont confrontés tous deux à la violence du système, à la compétition, à la nécessité d'élaborer un travail cohérent, de réaliser un portfolio bien construit, de réfléchir à leur editing ou à leur argumentaire. Mais un homme photographe qui vient montrer ses images peut penser à la présentation de son travail sans devoir penser à sa présentation tout court. Il n'a pas à réfléchir sur sa personne, à comment il doit s'habiller, se comporter, sourire sans séduire, etc. Et parce que ce type de sexisme oblige les femmes photographes à anticiper, à faire face, à réagir sans risquer de se faire blacklister, voire à renoncer à certains festivals, il oblige à penser à des solutions et donc à investir du temps et de l'énergie dans autre chose que de la création. Et si une femme photographe travaille sur le nu ou les autoportraits, il semble bien que les choses n'aient pas beaucoup changé depuis l'époque où Victor Hugo écrivit à sa fiancée, je le cite, « Cette jeune personne dont tu me parles a eu le malheur de se faire artiste. Cela suffirait pour ruiner sa réputation. Il suffit qu'une femme appartienne au public sous un rapport pour que le public croie qu'elle lui appartienne sous tous les rapports. » C'est à peu de choses près ce que dira une photographe avec ces mots en 2019. Et quand on travaille photo à trait à ta vie, à l'intime, c'est comme si ça devenait open bar. Tu parles de cul dans tes photos, on pourrait peut-être y aller. C'est un peu comme si ma vie se confondait avec mon travail et que parce qu'on voit ça de moi dans mon boulot, on me connaît comme femme et on se croit tout permis. Or, voir mes photos ne donne aucun droit sur moi. Une autre forme de sexisme avec lequel les femmes doivent composer est celui existant dans l'espace public et notamment dans la rue. Une femme photographe me dira « C'est lors d'un de mes premiers reportages à Marseille que j'ai compris que quand on est photographe et femme, on ne peut pas rester immobile dans la rue à attendre que quelque chose se passe. » Historiquement et encore aujourd'hui, la rue est le lieu où les femmes passent, circulent d'un endroit à un autre, et seules les femmes dites publiques ou de mauvaise vie y restent en attente. Alors peut-on se demander quelles répercussions cela peut avoir sur le type d'image que vont faire les femmes photographes, comment cela va orienter, voire limiter leurs projets photographiques, quelle place vont-elles pouvoir prendre par exemple dans la street photographie. Et puisqu'on parle d'assignation à résidence entre guillemets, il n'est pas possible de comprendre le fait que si un certain nombre de photos réalisées par des femmes portent sur le corps, l'intime, le quotidien, la famille et l'espace privé, ce n'est pas une tendance qui leur serait naturelle parce que féminine, mais avant tout parce qu'elles travaillent dans et sur cet espace qui leur est le plus proche, le plus accessible, lors des quelques heures qu'elles ont disponibles. L'une d'entre elles dira « Pour moi, ce sont les enfants qui ont fait la bascule. Je ne me vois pas partir 3 mois dans une résidence et laisser mes enfants, ce n'est pas possible. Même en période d'été. Avant, si je voyageais beaucoup, 5 à 6 fois par an, maintenant je choisis un voyage par an. Quand j'y vais, je photographie beaucoup et ma vie est un peu devenue mon sujet. » Et là où elles doivent supporter les soupirs agacés lorsqu'elles présentent un travail photographique sur l'intime ou la famille, on pourrait pourtant y lire une formidable adaptabilité et une énergie qui fait que même relativement bloquées dans un espace-temps, elles arrivent encore à produire coûte que coûte. Mais pourtant, ce que la critique n'a de cesse de leur renvoyer, c'est la dimension naturelle et banale de leurs travaux, en encensant à contrario l'homme, toujours culturel, et sensible, qui travaille sur les mêmes thématiques. Le pacte familial que tu viens de citer en est un exemple. Si leurs années de photographe sans enfants se déroulent souvent au même rythme que celles des hommes photographes, il y a pourtant toujours, autour de la trentaine, cette suspicion de procréation qui continue de les poursuivre. Car dans l'imaginaire artistique, dans le regard porté sur elles, on considère que pour une femme, il y a un choix fondamental à faire entre créer et procréer. Beaucoup ont certes le sentiment d'avoir été ralentis par la maternité, d'avoir perdu pour un temps leur enthousiasme, leur agressivité, ou encore d'avoir fonctionné en deçà de leurs possibilités. Mais là aussi, réduire leur fonctionnement à un instinct maternel, c'est oublier le temps et l'énergie liés à l'inégalité du partage des tâches. L'une d'entre elles raconte ainsi comment laisser l'enfant au conjoint pour partir travailler peut pénaliser. « Je ne suis partie en déplacement qu'une seule fois. Mon conjoint s'est occupé de l'enfant. Mais quand je suis rentrée, il a tout arrêté. Tout. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout. Il ne faisait plus rien. » Sans parler des séparations qui, à moins d'une garde alternée, pénalisent davantage les femmes.
L'une d'entre elles raconte « Du jour où il y a eu séparation, il a fallu que je m'organise bien davantage pour pouvoir faire face aux déplacements. Et donc, j'ai dû en faire moins ou faire des choix. Donc, petit à petit, les déplacements, j'ai recentré sur le régional pour des contraintes techniques. Et donc, c'est sûr qu'une carrière davantage internationale comme elle avait commencé vers le régional, j'ai des vraies commandes, mais au niveau de la gloire, ça fait moins chic. » Je l'ai déjà mentionné, se faire connaître et reconnaître en photographie veut dire non seulement produire des images, mais aussi démarcher, publier, cultiver un réseau, faire un livre, partir en résidence ou en reportage. Dès que l'enfant est là, en tout cas les premières années, non seulement le temps manque pour mener de front l'ensemble de ces domaines qui contribuent à la reconnaissance, mais d'autres barrages qui ont été cités tout à l'heure par Agnès Salle, comme l'impossibilité de partir dans certaines résidences avec un enfant, n'arrange pas les choses. Et même si l'organisation de la garde d'enfants est particulièrement mise au point, les femmes photographes sont obligées d'élaborer une gestion individualisée des priorités qui les conduiront pour les unes à limiter les déplacements, pour les autres à ralentir les publications, pour les autres à arrêter les concours, pour les autres à ne pas faire d'exposition. Elles se construisent en quelque sorte pendant un temps, un aménagement à la carte du temps et des horaires consacrés au travail. Et comme si ce n'était pas assez, il ne faut pas oublier que la référence sociale de la mère reste extrêmement présente dans les institutions qui s'occupent des enfants. Et comme le raconte l'une d'entre elles, en primaire, la directrice de l'école de mon fils avait le chic pour m'appeler et me dire que mon gamin n'allait vraiment pas du tout, alors que je l'avais prévenu que j'étais en Russie ou que j'étais en Portugal pour bosser. Curieusement, c'était systématique et elle me pourrissait mon séjour. Sur Facebook, actuellement, il y a un petit dessin très rigolo qui circule des deux femmes qui sont dans l'espace et il y a un coup de fil qui les rattrape, qui leur rappelle que leur enfant est à l'école et a un problème et qu'il faudrait bien qu'elle se rende disponible. Alors, comment se fait-il qu'encore aujourd'hui, alors que les carrières de façon générale n'ont plus rien de linéaire, on puisse penser qu'une femme qui a procréé ou qui procréera peut-être est perdue pour la création? Des critères apparemment neutres, comme celui de l'âge, jouent clairement en défaveur des femmes. Bien que ce ne soit pas clairement exprimé, l'âge des photographes intervient à travers la préférence pour les parcours des jeunes talents. Cette conception de l'excellence artistique qui privilégie la rapidité et sanctionne les hésitations, les doutes, les bifurcations, les mobilités plus ou moins involontaires et toutes les formes de parcours atypiques, semble non seulement décalée avec les réalités, mais écarte en premier lieu les femmes. Dans cette logique de jeunisme, quelle place pourrait être laissée à cette photographe et à bien d'autres qui mettent les bouchées doubles une fois qu'elles ont retrouvé une forme de disponibilité? Je la cite. « J'ai eu un enfant très tôt. Quand j'ai eu la quarantaine, j'ai enfin pu m'installer à Paris parce que séparée et plus d'enfants à la maison. Donc j'ai repris ma vie de photographe. J'ai décidé à ce moment-là que c'était un métier avec lequel je voulais gagner ma vie. J'ai tout fait pour être là. Il fallait qu'il y ait des commandes, il fallait commencer à vivre de ce que je faisais. Pendant toutes ces années, avant, j'avais continué mon travail perso, mais en dehors de tout voyage ou grand projet. Je faisais ça dans nos vacances familiales. Mais au-delà du partage inégal des tâches domestiques, revenons un instant sur cette antinomie encore très présente entre création et procréation. Que sous-entend symboliquement cette séparation radicale entre procréation et création, sinon que l'activité artistique est pensée comme un mode de vie qui ne tolère aucune coexistence avec d'autres engagements et qu'il est nécessaire d'être totalement habité par elle. Ce mode de vie tolère certes des boulots alimentaires, mais il exclut tout autre engagement sérieux et ne laisse donc aucune place à la maternité, à la paternité oui, mais à la maternité non, qu'elle soit potentielle ou réelle. Cette séparation symbolique socialement construite entre création et procréation est alors parfaitement intégrée par bon nombre de femmes photographes, mais aussi par des femmes qui œuvrent dans le marché de la photo et qui finissent toutes par penser que mener une carrière artistique et avoir une famille sont des options contradictoires et pratiquement incompatibles. Une d'entre elles dira « En fait, j'ai peu de copines femmes photographes qui ont des enfants ». Une autre dira « Des enfants, sûrement pas, même si tout le monde me dit « Attends de passer 35 ans et tu changeras d'avis ». Et dans le travail qu'on a fait avec le CEREC, ce qui était étonnant, c'est qu'on s'est aperçu sur 1000 femmes donc interrogées au niveau des statistiques,
femmes photographes, 55% ont des enfants, contre 76% d'hommes qui ont des enfants. Donc on s'aperçoit que dans le milieu de la photographie, beaucoup de femmes renoncent à avoir des enfants. Alors bien sûr, des femmes photographes évoquent leurs doutes, leur manque de confiance en elles, leur manque d'assurance, du fait de leur origine sociale ou du fait de leur socialisation. Comme dit une d'entre elles, les femmes, c'est l'excès d'humilité, avec 10% qui vont être plus virulentes, mais jamais comme les hommes. Eux, ils font de la photo depuis 2 ans et ça y est, ils sont sûrs d'eux. Beaucoup en tout cas. Bien sûr, elles reconnaissent manquer ou avoir manqué de disponibilité à certaines parties de leur vie. Mais aucune compréhension de leur évaporation des festivals et des autres prix n'est possible sans analyser la manière dont les responsables du monde de l'art et de la photographie se représentent symboliquement l'activité artistique et comment ils évaluent le travail artistique des femmes. Que faudrait-il pour qu'aucune femme ne puisse plus jamais dire « il faudrait être une guerrière ou du genre masculin parce qu'en mode sensible, on est démuni par la dureté du milieu ». C'est ça les codes. Ou une autre qui dit « je suis dans une frustration du fait que je n'arrive toujours pas à comprendre comment ça marche ». La métaphore du plafond de verre n'est pas anodine, puisqu'elle voulait signifier le caractère invisible et transparent des barrières auxquelles les femmes se heurtaient dans les grandes entreprises privées. Il en va de même dans l'art en général et dans la photographie en particulier. L'une d'elles raconte ainsi comment il lui semblait avoir mené un beau parcours, ou du moins cohérent, et comment malgré cela elle se trouve bloquée. Je la cite. « J'ai vraiment mis en place une stratégie de réussite, enfin, ce que je pense être les éléments indispensables pour ma réussite, qui étaient exposer dans une institution privée, exposer dans une institution publique, publier un livre, avoir un diplôme de l'école d'art et avoir des articles de critique aussi. Et aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir fait tout ce qu'il fallait. Je n'ai pas pour autant l'impression que mon travail explose. Je ne sais plus comment faire. En fait, je ne sais plus quoi faire de plus. Je n'ai pas vraiment le sentiment que mon travail soit reconnu. Enfin si, un organisme m'a appelé pour faire des ateliers. C'est eux qui sont venus me chercher. Mais ça reste de l'ordre de l'enseignement et pour des ateliers très féminins. » Une autre dira « il y a une place dans le marché du travail qui appartient plus aux hommes qu'aux femmes. Ça, pour moi, c'est une évidence. Le truc, c'est comment se sortir de cette évidence. Parce que comme c'est inconscient, les gens ne s'en rendent pas compte. J'ai traversé une période où je me disais « c'est parce que ton travail est nul. Il n'y a pas de place pour toi parce que ton travail ne le mérite pas. » Et je pense qu'on passe toutes par cette phase. À partir de ces premiers résultats, je peux alors préciser les principaux axes qui constitueront la suite de cette recherche, décrire la pluralité des parcours des femmes photographes, identifier les blocages et la façon dont les femmes photographes font face aux discriminations, repérer les stratégies mises en place par les femmes photographes pour se réapproprier leur trajectoire, proposer des pistes de travail pour qu'elles soient photographes reconnues en tant que participantes à égalité et dignes d'être prises au sérieux dans le champ de la photographie. Il m'est apparu toutefois dans ces premiers entretiens, c'est que même au prix de moments de découragement ou d'épuisement, pour une bonne part des femmes photographes, elles font preuve d'une grande puissance de travail, d'une incroyable ténacité et d'une adaptabilité sans cesse renouvelée, malgré les divers empêchements et limites imposées. Merci. Merci beaucoup, Irène. On est très, très limité en temps, malheureusement. Je propose qu'il y ait 1 ou 2 questions, s'il y en a dans la salle, malgré tout. Est-ce que ça appelle une réaction ou 2 ? Est-ce qu'on peut faire passer un micro, s'il vous plaît ? Bonjour, merci pour vos 2 très belles interventions. En fait, moi j'ai une question, alors je ne sais pas si j'ai les bons chiffres, mais en France, 50% des artistes visuels, alors les artistes visuels, je pense que ça comprend plus large que la photographie, c'est-à-dire les plus fragiles de l'échelle des artistes, c'est-à-dire les sculpteurs, photographes, vidéastes, performeurs, sont au RSA. Je ne sais pas si j'ai les bons chiffres. Et dans ce contexte-là, comment on peut imaginer
que 50%, c'est-à-dire qu'on arrive à gagner du terrain en tant que femme. Parce que quand il n'y a pas assez à manger pour tout le monde, je ne vois pas comment les hommes vont nous faire plus de place. Merci de ta question. Alors, je n'ai pas les chiffres du RSA, mais ce n'est pas grave, je comprends bien ta question. On est aussi dans cette situation parce qu'on est dans une situation où on s'est appauvri. Tout le monde a été appauvri, et avec des différences énormes. De 1 400 à 1 000 euros, c'est énorme, cette différence. Et effectivement, on voit toutes les raisons pour lesquelles les femmes n'arrivent pas à avancer. Alors, je suis contente de voir qu'il y a quelques hommes, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est aussi leur problème. Ils ont une peur qui est réelle. D'ailleurs, la question est souvent posée, déjà à la radio, etc. Est-ce que les femmes photographes font peur? Oui, elles leur font peur aux plus faibles. Parce que on pense à une masse, comme si on avait une masse et qu'on allait récupérer les niveaux et que du coup, ils allaient perdre et que nous, on allait gagner. Mais ce n'est pas comme ça que ça va se jouer. Les femmes ne sont pas là pour prendre la place des hommes. On est là pour casser le système et le reconfigurer avec les hommes, s'ils voulaient bien se bouger un petit peu. Et merci à ceux qui sont là, de diffuser à vos confrères. Mais c'est ça, la situation, c'est de repenser la façon dont ça se passe. Avec la part des femmes, on monte des groupes de travail. Par exemple, là, on est en train de travailler avec des iconographes. C'est totalement informel, hein, on n'a pas un rond, rien du tout. Mais c'est comment on va changer à l'intérieur des journaux, etc., les pratiques iconographiques, déjà, pour quand on fait une commande, arrêter d'invisibiliser la moitié du monde. L'autre jour, il y avait un truc qu'est-ce qu'il y avait? On voyait que des hommes sur la photo, alors qu'il y a des Noirs, il y a des Blancs, il y a des Arabes, il y a tout le monde dessus. Il y avait que des hommes. Donc, c'est comment on va changer les choses collectivement. Et il nous faut les hommes avec. Je les vois pas assez, il faut qu'ils se bougent. Le truc, c'est pas cette espèce on va pas prendre la place, on s'en fout, on n'en est plus là de prendre la place. On est là pour casser le système et le refaire ensemble. Une dernière petite question. Le micro, s'il vous plaît. Bonjour et merci pour vos présentations. Tout à l'heure, vous parliez du manque de visibilité des femmes et puis, Madame Deschet, vous avez évoqué aussi le manque de visibilité des minorités et aussi des gens des classes populaires. Alors, moi, j'ai une question assez simple puisque je suis dans ce cas-là. Comment, en tant que femme arabe et des classes populaires, on fait pour exister dans ce milieu? Est-ce que j'abandonne tout de suite ou pas? Désolée, je suis hyper bavarde là-dessus. Alors, voilà, bien entendu, moi, depuis que j'avais compté il y a 5 ans, c'est évident. Hein, le problème est évident. Et puis, en 5 ans, j'ai été très sensibilisée aussi, encore plus, parce que j'ai des amis avec qui j'échange sur ces sujets. Alors, on prend des initiatives. Hein. Là, par exemple, toujours dans notre collectif, on est en train, avec quelques autres, de justement référencer, d'aller chercher toutes les femmes et les hommes qui sont multiples, qui sont variés, qui sont là et qui ne sont absolument pas visibles. C'est consternant. Enfin, c'en est même flippant d'ailleurs de voir des programmes où les gens ne sont pas là. Donc, vous nous contactez déjà. On va se répertorier tout ensemble, etc. Toutes et tous ensemble, hein, parce que c'est pas que être femme. Et puis on va essayer de travailler aussi encore pour être encore plus visible. Faut jamais abandonner. C'est dur, mais faut jamais abandonner. Parce qu'on est là, on est des collectifs, on est des gens engagés, et il faudrait que toute cette société soit engagée. Je sais pas si vous avez écouté Adèle Haenel. Faisons une belle société. Et il ne faut pas lâcher, il faut venir, il faut nous rejoindre. Merci. On terminera sur cette parole importante et fondamentale de Marie. Je vous remercie pour votre attention. Ne sortez pas, on enchaîne maintenant avec Delphine Bédel, Anna-Alix Coffey et Anna Fox autour de la question davantage européenne et internationale, puisqu'on a fait déjà un bon point en ce qui concernait la France. Je vous laisse vous installer. J'arrive dans une seconde.